Mes chers amis, bien bonjour. Peuple de femmes guerrières, lié à plusieurs mythes de héros grecs, les Amazones suscitent énormément de fantasmes, mais également beaucoup d'interrogations, tant sur leur existence que sur leur signification, de la part des spécialistes, notamment en histoire, mais aussi des profanes, aussi de façon générale. À l'occasion justement de la journée de la femme, je vous propose justement de faire connaissance avec ce peuple de guerrières que sont les Amazones, de leur représentation dans la mythologie grecque, mais également tout le symbolisme qu'il y a autour, tout ce qui peut entourer justement ce fantasme de peuple de guerrières, et justement qu'est-ce que les Grecs justement de l'Antiquité nous enseignent sur elles et ce qu'ils nous racontent justement sur ces guerrières, mais également tout ce qui est autour de la signification même de l'existence des Amazones. Les Amazones ont des origines mythologiques chez les Grecs, notamment celles qui interviennent dans les mythes, notamment les mythes d'Hercule ou encore de Thésée. Les auteurs mentionnent dans leurs écrits l'organisation, le mode de vie supposé des Amazones, allant parfois jusqu'à véhiculer une image quelque peu cliché de ces dernières, réfutée en leur temps par certains auteurs, mais qui malgré tout continue à perdurer et est également connue de nos jours par les historiens ou par les profanes. Ces images contribuent alors à alimenter des idées reçues ou des clichés, si vous préférez, sur ces guerrières. Les Amazones sont les filles du dieu de la guerre Arès et d'Harmonie, qui est considéré comme une nymphe. La localisation des Amazones englobe, ou sur ce qu'on pourrait appeler les régions de vie des Amazones, du moins, englobe plusieurs zones, notamment les contours de la mer Noire, les pentes du Caucase, la Thrace ou encore et la région de la Scythie. Dans les mythes, ces guerrières sont gouvernées par une reine et, selon certains auteurs, détestent les hommes. On verra que c'est pas totalement vrai. Ce sont également ce que l'on peut voir comme étant des guerrières aguerries, montant à cheval, pratiquant l'arc, etc. Et dans la mythologie grecque, ces dernières sont en lien du moins avec des héros assez connus comme Hercule, Bellérophon ou encore Thésée, et elles ont joué également un rôle assez minime dans la guerre de Troie, qui est relatée bien sûr par Homère. En effet, dans son 9e travail commandé par Admède, Hercule, et aussi dans un but de se purifier du crime qu'il avait commis, Hercule doit ramener la ceinture sacrée en or de la reine Hippolyte. Cette ceinture a été offerte à la reine par Arès, donc c'est un artefact sacré, donc c'est un objet sacré, mais Héra, pour se venger de Hercule, et parce qu'elle a une haine farouche contre le héros, prend la forme d'une Amazone et persuade le héros d'enlever carrément Hippolyte, donc de la kidnapper. Un combat s'engage alors entre les guerrières et le héros. Malheureusement pour la reine, cette dernière est tuée par le fils de Zeus. Toutefois, il existe une petite variante à ce mythe, mais l'issue est quand même toujours la même, à savoir que Hercule arrive dans ce qu'on pourrait voir, alors selon les sources bien entendu, et ce qu'on pourrait qualifier comme étant la zone de la rivière de Thermodon en Turquie. Alors, il s'est marqué mineur, mais si on regarde une carte actuelle, c'est la Turquie. Et ce dernier réclame non pas une ceinture, comme c'est connu dans la plupart des ouvrages, mais un harnais, une espèce de harnais qui appartenait justement à la reine Hippolyte. Cela lui est refusé parce que les Amazones ne veulent pas se séparer de ce harnais et un affrontement éclate entre les Amazones et Hercule. Ce dernier reçoit plusieurs salves de combattantes. Ce dernier sort toujours victorieux de ces affrontements et parmi les combattantes justement qui sont allées l'affronter, on peut compter Eurybie et Phobé qui étaient deux compagnes d'Artémis. Il faut savoir que le culte d'Artémis était un culte, alors selon bien sûr les légendes et les sources bien entendu, du moins de ce que nous fournissent les textes, les Amazones avaient pour principale divinité Artémis. Donc ça n'a rien d'étonnant que les compagnes d'Artémis soient là. Toutefois, il faut souligner quand même une différence par rapport à la version que je vous ai racontée précédemment, à savoir que ce n'est pas Hippolyte cette fois-ci qui est la reine des Amazones, mais Mélanippe qui la remplace. Donc la plupart du temps, on va retenir plus ou moins la première version, à savoir que c'est Hippolyte, la reine des Amazones, quand Hercule va justement accomplir son 9e travail, mais c'est une variante qui existe. Toutefois, après cet affrontement, la reine des Amazones, donc Mélanippe, perd sa liberté, puisque Hercule a vaincu les Amazones, que ce soit dans la première version, dans la seconde, c'est la même chose, il réussit à les vaincre, et beaucoup d'entre elles sont capturées, et d'autres ont pu fuir. Celles qui ont été capturées, malheureusement, on peut supposer qu'elles ont été réduites en esclavage, vendues, on peut supposer, bon, après c'est un mythe, qu'on soit bien d'accord, mais on peut supposer, compte tenu de ce qu'on sait
sait des Grecs et de leurs pratiques, et notamment l'une d'elles, Antiope, est capturée par Hercule et offerte à Thésée à Athènes. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure, c'est que au niveau des mythes, ne serait-ce que de celui-là avec Hercule, on voit qu'il y a plusieurs versions d'une même histoire, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Nous l'avons déjà vu par rapport à d'autres mythes, que souvent, pour une même finalité, il va y avoir plusieurs versions des événements. Thésée, justement, a eu droit à son affrontement avec les Amazones. En effet, suite à l'enlèvement d'Antiope, il va y avoir plusieurs informations, plusieurs, on va dire, versions également. Dans la version où cette dernière est capturée par Héraclès et offerte à Thésée, Thésée va avoir droit à un affrontement entre les Amazones et lui, mais il va sortir victorieux. Et dans une autre version, c'est Thésée lui-même qui va enlever Antiope. En effet, quand il vient sur le territoire des guerrières, donc on peut supposer que c'est la même région, plus ou moins, ces dernières le reçoivent en grande pompe, à savoir qu'elles lui offrent des cadeaux, enfin elles sont, on va dire, accueillantes avec lui. Et ce dernier propose justement à la reine Antiope de venir justement visiter son bateau, on peut s'imaginer la scène totalement. Et ce dernier, sans crier gare et surtout en ayant, on va dire, beaucoup de ruses à son actif, décide tout simplement de lever l'ancre et d'embarquer la reine avec lui, sans tenir compte des guerrières amazones qui ont très mal pris la chose. Et pour se venger justement de cet enlèvement qui s'est fait de façon, on va dire, outrageuse, ces dernières décident d'envahir l'Attique et de s'installer dans la région d'Athènes, au niveau de l'aréopage, non loin de l'Acropole. On avait déjà vu l'aréopage par rapport aux Érénies et la signification de cet endroit-là. Toutefois, alors que ce soit dans la version où c'est Hercule qui livre, entre guillemets, Antiope à Thésée, ou que ce soit Thésée qui enlève Antiope, le résultat est le même, puisque dans cette version-là, les Athéniens réussissent à repousser d'une certaine manière les Amazones. Et dans tous les cas de figure, elles sont totalement coriaces. Même si leur présence est attestée avant, du moins dans les textes avant la période homérique, Homère, dans son œuvre l'Iliade, va quand même évoquer les Amazones dans le fameux épisode de la guerre de Troie. En effet, après la mort d'Hector, un contingent de guerrières amazones va participer à la guerre de Troie à la demande de Priam, qui est un peu pris à la gorge et qui cherche des renforts un peu partout. Les Amazones vont combattre donc auprès des Troyens et elles vont être sous le commandement de Penthésile, la reine Penthésile. Cette dernière meurt sous les coups de Achille, qui va en tomber amoureux au moment où il la tue. C'est quand même relativement assez particulier. Quant à Bellérophon, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, à part le fait que lui aussi il affronte les Amazones, mais concrètement, j'ai pas réussi à trouver des détails plus significatifs que ça. Mais globalement, lui aussi a son compte d'affrontement avec les Amazones. En plus des héros, les Amazones affrontent également par moments certains dieux, et notamment Dionysos. En effet, sur le chemin de retour de ses pérégrinations, vous savez, on avait déjà vu que Dionysos avait fait bon gros voyage tout autour de la Méditerranée jusqu'aux Indes, où il est considéré comme une divinité fondatrice. Mais là, à son retour des Indes, Dionysos va affronter les guerriers. Voulant échapper aux dieux, les Amazones vont se diriger vers Samos et elles vont essayer de lui échapper autant qu'elles le peuvent. Ces dernières parviennent à se réfugier dans le temple d'Artémis, là où le dieu ne peut pas les atteindre. Les affrontements dans les temples sont quand même relativement proscrits, au même titre que beaucoup d'autres choses. Dans les représentations des Amazones, ces dernières sont représentées comme étant des femmes à cheval, vêtues de pantalons ou de robes, on va dire courtes, taille haute, un peu à l'image d'Artémis, assez pratiques pour se déplacer, armées de haches de guerre, de lances ou encore d'arcs. Une idée reçue concernant, et c'est peut-être l'une de celles qu'on connaît le plus sur les Amazones, concerne le fait qu'elles se mutilent ou se brûlent ou se compriment un sein dans le but d'être meilleures au tir à l'arc. Cette idée reçue voit le jour 2500 avant Jésus-Christ et c'est un historien qui va mettre ça en avant, notamment un historien grec, Hélanikos, en 490 avant Jésus-Christ. Donc on voit que ça n'est pas sorti de nulle part, c'est un historien grec qui va justement poser les bases justement de ces fameuses idées reçues par rapport à ça. Cela est probablement dû au fait que le terme mazoné, peu importe en grec, veut dire celles qui n'ont pas de sein. Or, on voit dans les représentations des Amazones que cela n'est absolument pas le cas, puisque l'art grec lui-même montre que les Amazones avaient une poitrine intacte. Donc, c'est une idée reçue qui n'est pas forcément une idée vraie, et cette idée reçue va être relativement balayée et réfutée par les contemporains justement de l'historien. Donc, ça fait partie de ces idées reçues qui ont déjà été réfutées à l'époque de l'historien, mais qui continuent plus ou moins à être véhiculées un peu partout et qui continuent à être connues encore de nos jours. Donc on voit que les idées reçues, ça date pas de maintenant. Concernant aussi, on peut se dire peut-être la croyance des Amazones, les historiens, ou du moins les sources montrent que les Amazones
Amazones avaient des tendances à vénérer soit Arès, soit Artémis, voire les deux, et par moments Athéna. En plus des localisations qu'on a évoquées précédemment, qui sont des localisations que l'archéologie et que les sources nous fournissent aussi, il y a d'autres hypothèses que les historiens et les sources mettent en œuvre, et les auteurs également, à savoir que pour cette fameuse zone de Thermondon, les Amazones auraient plus ou moins construit une ville qu'elles auraient appelée Thémiskir. Ça devrait vous rappeler un petit peu quelque chose, puisque dans la culture populaire, c'est Thémiskira, mais là, pour le coup, c'est Thémiskir, et on le retrouve de temps en temps. Mais également d'autres villes que l'on connaît du moins, Mytilène, que l'on trouve sur l'île de Lesbos, Cyrène, Éphèse ou encore Smyrne. Alors ça, c'est des hypothèses, mais globalement, c'est ce qu'on suppose également. Et selon, toujours pareil, ces auteurs et ces sources qu'on peut trouver, il y aurait 3 types d'Amazones, ou du moins 3 tribus d'Amazones. Les Amazones de Thémiskir, les Amazones de Lycastre et les Amazones de Cadécie. Alors prenez ça toujours avec beaucoup de pincettes, parce que ce sont très certainement des auteurs qui ont voulu encore plus, on va dire, donner de légitimité aux Amazones, ce qui n'est pas forcément faux, mais il faut savoir que ça peut être aussi basé sur les différents types d'Amazones qui sont connus à l'époque et dont plus ou moins on essaie d'appliquer une localisation. On peut tout aussi bien voir ça comme étant ainsi. Une autre idée reçue qui est diffusée dans l'Antiquité grecque, du moins par les Grecs antiques, c'est le fait que les Amazones détestent les hommes et les condamnent soit à la mutilation ou aux travaux dégradants, voire serviles, et qu'elles détestent, ou du moins qu'elles délaissent plus ou moins leurs enfants mâles, du moins qu'elles les renient. Les historiens et archéologues montrent très clairement que ce n'était pas du tout le cas, ou du moins on verra dans la deuxième partie ce qui a inspiré justement le mythe des Amazones. On le verra un peu plus tard, je garde ça un petit peu pour la fin, mais globalement il est montré que ce n'était pas du tout le cas, que ce qu'on qualifiait d'Amazone très clairement élevait les garçons au même rang que les filles, voire sur un même pied d'égalité. Donc on voit très bien que déjà, ne serait-ce qu'avec ces 2 idées reçues, on charge énormément l'image des Amazones, quelque part un peu d'aspects négatifs, et d'aspects négatifs qui ne sont pas toujours justifiés, puisque les Grecs eux-mêmes avaient peur de l'indépendance des femmes, puisque les Amazones sont des femmes indépendantes, des femmes qui n'ont pas besoin des hommes, et c'était quelque chose qui faisait peur aux Grecs, puisque si les femmes devenaient indépendantes et n'avaient nullement besoin des hommes, que ces derniers allaient devenir. C'est un petit peu ça qui faisait que les Amazones représentent un peu cette espèce d'inversement de l'ordre établi chez les Grecs, et c'est ce qui fait que ça ne plaisait pas forcément, et que l'on dresse un peu quelque part un espèce de portrait noir de ces femmes, on verra après, qui étaient assez indépendantes et qui vivaient sur un même pied d'égalité que les hommes. Donc quelque part, le fait est que dans la société grecque, il faut comprendre une chose, c'est que la femme n'avait pas du tout un rang égalitaire par rapport aux hommes. Les femmes dans l'Antiquité grecque, et je vais le répéter assez souvent durant beaucoup d'épisodes, elles n'étaient pas considérées comme des citoyens, mais elles étaient considérées plutôt comme des non-citoyens, puisqu'elles ne votaient pas, elles ne participaient pas à la vie de la cité. Elles étaient tout simplement cantonnées à la maison, à l'élevage des enfants, à la gestion du foyer, mais elles ne faisaient rien de plus. Elles n'avaient pas de place à proprement parler, elles ne se battaient pas, elles n'avaient pas d'éducation militaire, à part à Sparte bien sûr, qui est une exception. Mais si on prend le cas de Athènes, c'était totalement le cas. Les Amazones représentent également, comme je vous le dis, cette espèce d'inversement de l'ordre établi de la société grecque de façon générale, puisque elles se battent au même titre que les hommes, elles se battent même aussi bien qu'eux, et c'est ce qui fait que ça les effraie. Donc il faut voir justement cette figure de l'Amazone comme une espèce de figure de volonté de donner de l'indépendance aux femmes. Alors je mets ces termes-là avec des très très gros guillemets, des supra gros guillemets même, mais il faut voir que c'est une espèce de matérialisation peut-être aussi d'une société différente par rapport à ce que les Grecs connaissent. Même si les Amazones sont connues de tous, notamment bien avant l'époque homérique, comme nous l'avons déjà dit, l'art et la littérature nous renseignent davantage sur ce que pouvaient être les Amazones, et ces derniers soulignent la beauté de ces dernières, mais également leur vaillance, et ils les représentent la plupart du temps en armes et dans des positions, des postures plus ou moins menaçantes, voire dangereuses. Au fil du temps, les représentations des Amazones deviennent de plus en plus populaires, et on les retrouve sur différents objets, qui dépendent tant du cercle privé, des poteries ou ce genre de choses, comme pour un usage beaucoup plus public, où elles vont être représentées dans des temples, dans des monuments, etc. etc. Toutefois, beaucoup dans l'imaginaire collectif de cette époque, ces dernières étaient un peu mises au même rang que des créatures mythologiques comme l'hydre de Lerne ou le dragon Ladon, ce genre de choses. Donc on voit très bien que même si elles bénéficiaient d'une certaine forme, on va dire, de représentation, d'identification, il n'en restait pas moins qu'on préférait en faire des créatures de légende plutôt que de se dire que c'était probablement une réalité. Toutefois, il faut bien comprendre une chose. Pour les Grecs, les Amazones représentent
représente, comme je vous l'ai déjà expliqué, le caractère un peu inversé de la société grecque de l'époque, dans le sens où si les femmes devenaient indépendantes et beaucoup plus fortes mentalement, les hommes devraient automatiquement se soumettre, et pour un système qui se voulait être patriarcal, et c'est à mettre un peu avec des gros guillemets, j'y tiens fortement, c'était quelque chose qui relevait du fantasme, voire de l'impossible. Les sources montrent que les Amazones vivaient sans loi, alors c'est les sources, les textes qui nous disent ça, sans loi particulière, et ne vivaient que pour le combat et le massacre, du moins le carnage. Alors à l'image un peu peut-être de l'idée qu'on se fait de Arès, qui était le dieu de la guerre non raisonnée, contrairement à Athéna, mais on peut supposer qu'on voulait donner ce caractère un peu infernal aux Amazones pour en faire des entités assez barbares peut-être, voire assez féroces. Les petites filles amazones apprennent très tôt l'art de la guerre, le maniement des armes et à monter à cheval. Les garçons, quant à eux, je vous l'ai déjà dit, avaient un sort beaucoup moins enviable parce que soit ils mouraient, soit ils étaient mutilés, ou dans le meilleur des cas, ils étaient rendus à leur père. Donc comme je vous l'ai dit, les enfants mâles n'avaient pas forcément, on va dire, un destin enviable, de même que les hommes qui vivaient avec les Amazones, mais ça c'est dans l'imaginaire collectif des Grecs. On verra dans la seconde partie que ce qui a incarné les Amazones justement dans la vraie vie, si je peux dire ça comme ça, de l'époque, avait un caractère tout autre, il n'était pas aussi violent et intolérant envers la gente masculine que ce que les auteurs grecs en dépeignent dans leurs écrits. Par rapport à la maternité, certains spécialistes, et ça a été contredit bien après, ont mis en avant le fait que les Amazones préféraient les champs de guerre, donc le caractère combattant, militaire, à leur rôle de mère. Alors c'était des sociétés antiques, il ne faut pas oublier que le rôle d'une femme c'était avant tout d'avoir des enfants. Or l'archéologie montre très bien que les guerrières, que dans les tombeaux qui ont été découverts, dans les sépultures, il y avait des guerrières sur plusieurs générations, donc on voit très bien que ces femmes ne renonçaient pas au fait d'être mères. Au contraire, il y avait des combattantes qui combattaient depuis plusieurs générations. Vous imaginez que dans une même tombe, il devait y avoir la mère et les enfants justement enterrés ensemble, et peut-être au-delà de la mère et des enfants. Les auteurs grecs mentionnent également le fait que les mères nourrissaient les enfants au lait de jument. Ça s'est retrouvé plusieurs fois chez les historiens, mais c'est une possibilité, car ces dernières refusaient d'allaiter leurs enfants, car elles ne voulaient pas, alors ça c'est selon les textes encore une fois, avoir les seins tombants et flasques. Donc on peut très bien s'imaginer que malgré que ces femmes-là n'ont pas renoncé à être mères, il n'empêche qu'il y a certaines choses qu'elles ne pouvaient ou ne voulaient pas faire. Par ailleurs, des récits d'aventures et des témoignages mettent en avant des combattantes en dehors justement de la Grèce, notamment en Égypte, dans le Caucase, en Asie centrale, en Inde, etc., et même en Chine. Donc on voit très bien, je vous l'avais expliqué tout à l'heure avec le système des 3 tribus, on voit très bien qu'en fait on a essayé d'identifier plusieurs tribus, plusieurs pays où des Amazones pouvaient être présentes, et où justement les auteurs grecs ont voulu faire en sorte qu'il y ait plusieurs camps, plusieurs tribus, plusieurs clans, plusieurs villes qui étaient attribuées à ces combattantes-là. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les Amazones ont suscité énormément de fantasmes avec des idées reçues qui datent de l'époque antique et qui ont perduré jusqu'à nos jours, et qui n'ont pas toujours été forcément démenties par les historiens, ou du moins par les spécialistes de la question antique, et qui ont encore perduré. Mais l'archéologie, nous allons le voir, va nous montrer que les Amazones ont bien et bien existé, ou du moins la figure qui pourrait se rapprocher des Amazones représentées dans les écrits grecs, mais avec beaucoup de nuances, beaucoup de subtilité, et dont, on va dire, l'image un peu de ces femmes barbares qui ne supportaient pas les hommes, qui ne supportaient pas ne serait-ce que la gente masculine, était quelque peu exagérée, et voire c'est ce qui a alimenté peut-être un cliché. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier que pour les Grecs, le fait qu'une femme soit indépendante et forte mentalement, aussi forte qu'un homme, puisque Homère lui-même qualifie les Amazones de égales des hommes, ce qui n'est pas sans rien, montre à quel point c'était quelque chose qui était totalement possible, et que cela faisait peut-être peur aussi à la société grecque de l'époque, car il faut bien comprendre une chose, c'est que la société grecque de l'époque, c'est quelque chose qui était quasi inimaginable, et on va voir justement que ce n'était pas toujours le cas. Des sources et des auteurs soulignent la présence de ce qu'on peut voir comme étant des Amazones chez les Scythes. Et les Scythes, oui, est un peuple qui a réellement existé. Une légende entoure la présence des femmes guerrières dans la région plus globalement de l'Eurasie. Une légende en particulier nous est rapportée par Hérodote, le fameux historien, le père de l'histoire, comme nous l'appelons très souvent chez les historiens. Et cette légende fait mention du moins aux événements de façon indirecte qui relient Hercule et les Amazones. En effet, suite aux affrontements
affrontements entre Hercule et les Amazones, certaines d'entre elles ont été capturées. Donc pour vous resituer, ce que je vous ai expliqué dans la partie précédente, ce sont des affrontements qui ont eu lieu au niveau de la rivière Thermodon qui est dans l'actuelle Turquie. Après la défaite, des Amazones ont été capturées et emmenées sur 3 navires. Toutefois, elles parvinrent à se libérer et elles finissent par massacrer l'équipage entier et elles décident de jeter les cadavres à la mer. Manquant de notion de navigation parce que ce sont des nomades, ce ne sont pas des navigateurs, elles se laissent porter par les flots et elles réussissent à atteindre les berges de ce qu'on a appelé le Krumn qui se trouve sur le lac Méonti. Donc ça c'est ce que la légende nous raconte, du moins c'est ce que Hérodote nous rapporte. Sur place, elles commencent à rechercher des terres habitables pour pouvoir s'y installer et elles finissent par trouver des chevaux sauvages qu'elles parviennent à dompter et comme bien souvent quand on découvre de nouvelles terres, elles vont explorer et elles vont s'adonner au pillage des ressources justement des territoires alentours, du moins des terres qui sont autour de la zone où elles sont arrivées. Les Scythes, donc le peuple de ce que moins Hérodote traduit comme étant les Scythes sur place, n'ont jamais vu, on va dire, de tels combattants, de telles personnes s'adonnant à ce genre d'activité, mais surtout, ils n'ont jamais rien vu de tel, tant par la langue que par les vêtements, puisque ce sont des étrangères, mais ils ne le savent pas encore, donc c'est quelque chose qui ne leur est pas familier. Ils affrontèrent justement ces fameuses combattantes, et après examen des corps suite à l'affrontement, ils s'aperçoivent que ce ne sont pas des hommes, mais des femmes qu'ils ont combattues. Ils décident par conséquent de ne plus combattre ces femmes, mais plutôt d'essayer de s'associer avec elles, voire d'essayer de vivre avec elles, de s'en rapprocher. Un petit groupe de jeunes gens est envoyé auprès de ce qu'on qualifie comme étant Amazones. Après quelques temps passés ensemble et à se tutoyer, ils s'aperçoivent que c'est possible de pouvoir vivre ensemble sans se battre et au contraire apprendre des uns des autres, à essayer de s'apprivoiser mutuellement. Toutefois, les guerrières qui sont arrivées par navire refusent de vivre comme les femmes scythes et ce sont les hommes qui se sont adaptés à leur coutume, à leur façon de vivre, puisque ce sont des combattantes au même titre qu'eux. Selon, on va dire, l'interprétation qu'on peut en faire, ces derniers ont décidé tout simplement de s'adapter à ces femmes et pas l'inverse. Si on regarde, on va dire, un peu plus du côté des sources, en dehors, on va dire, du monde grec, du moins les sources au niveau de l'archéologie et compagnie, les femmes scythes sont des femmes qui ont réellement existé et ces femmes sont ce qui se rapprocherait le plus, du moins, de la notion d'Amazone, ou du moins des Amazones que les Grecs nous décrivent. Elles incarnent la vie des Amazones dans la réalité, avec leur mode de vie à cheval, combattantes, armées, etc. En effet, les peuples de cavaliers, nomades dans des régions asiatiques, que s'en rapprochent, on va dire, assez grandement. Dans les mythes grecs, les faits les plus mis en avant de la vie, justement, de ces Amazones est partagé entre les terrains de chasse, les champs de bataille et des mœurs assez libres. Cela est notamment le cas pour le peuple scythe. Le peuple scythe va côtoyer les Grecs quand les Grecs vont faire justement des colonies, puisque les Grecs vont coloniser tout ce qui est autour de la mer Noire, vont coloniser du moins aussi un peu plus ailleurs que la mer Noire. Mais globalement, le peuple scythe, c'est ce peuple que les Grecs vont qualifier, ou du moins les femmes scythes, les Grecs vont en faire un amalgame au niveau par rapport aux Amazones. La Scythie, donc la région, on va dire, des Scythes, est selon les Grecs un territoire qui engloberait, ou qui englobant plutôt, la mer Noire et la Mongolie. Donc quelque chose assez vaste qui entoure, on va dire, plus le continent asiatique que le continent européen. Les découvertes archéologiques, donc quelque chose, on va dire, de textuel et pas qui relève de la légende, nous renseignent sur énormément de choses concernant la présence de ces guerrières scythes nomades. Ce sont principalement des sépultures qui vont nous renseigner, des sépultures qui datent à peu près du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais il va y en avoir un petit peu après le 5e siècle. Toutefois, ces peuples nomades sont mentionnés dans la littérature dès le 9e siècle avant Jésus-Christ, donc on s'aperçoit que même si on a des traces au niveau de l'archéologie à partir du 5e siècle, ces dernières sont nommées bien avant justement cette période-là, mais ce sera plus dans les écrits qu'ailleurs, et ce sera plutôt de l'ordre presque de l'imaginaire, de l'art plus qu'autre chose. La culture scythe tourne autour, on va dire, de l'équitation et de la pratique de l'arc, donc ce qu'on pourrait qualifier presque de la pratique guerrière des Amazones. Et cette culture se diffuse un peu partout, notamment dans la zone que les archéologues vont situer entre l'Ukraine et la Sibérie, donc surtout, on va dire, l'est de l'Europe. Par le biais, comme je vous l'ai dit, des colonies grecques, puisque les Grecs vont coloniser globalement le bassin méditerranéen, mais un peu au-delà, les Grecs vont rencontrer les Scythes aux alentours du 7e siècle. Donc, comme je vous l'ai expliqué quand nous avons abordé certaines notions autour des Lupercales, ce qui n'est pas grec est considéré comme barbare. Donc, on peut s'imaginer que les Grecs et les Scythes ont vécu plus ou moins côte
à côte sans forcément peut-être trop se côtoyer ou se côtoyer d'une certaine manière qui n'est pas une assimilation comme on aurait pu l'imaginer pour autre chose. Par ailleurs, au 5e siècle avant Jésus-Christ, des récits sur des cavalières scythes sont mentionnés par des auteurs comme par exemple Hérodote, donc on peut supposer que la légende que je vous ai racontée précédemment est basée justement sur ces fameuses femmes scythes qui vivaient sur place et non pas, on va dire, des femmes qui venaient de l'extérieur. Donc on peut supposer qu'Hérodote a récupéré pour lui certains faits qui lui ont été rapportés à droite ou à gauche et qu'il a constitué cette légende. On peut tout aussi bien. Par ailleurs, les découvertes archéologiques donnent énormément d'informations tant sur les rapports hommes-femmes que sur la façon dont les guerrières étaient enterrées. En effet, ces guerrières étaient enterrées mais de la même façon que les hommes. Donc ça prouve qu'il y avait une volonté d'égalité justement chez les peuples scythes entre les hommes et les femmes et qu'il n'y avait pas de différence comme par exemple chez les Grecs. Les Grecs avaient une certaine peur de ce mode de fonctionnement puisque c'était l'inverse de ce qu'ils connaissaient. Ce n'était pas du tout dans leurs mœurs à eux puisque les femmes, je vous le dis, je vous le redis, n'étaient pas considérées comme des citoyens, n'étaient pas égales aux hommes. Mais là justement, les hommes et les femmes chez les Scythes étaient considérés comme égaux entre eux. Donc ce qui montre deux mentalités totalement différentes. En 1940, les premières exhumations tombes qui ont rapport avec les Scythes sont découvertes. Les squelettes découverts sur place sont enterrés avec leurs lances, les flèches, leurs haches, mais également avec leurs chevaux. Donc ce sont des sépultures, on va dire, de soldats, des sépultures de combattants. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que chez les Scythes, qu'on soit homme ou femme, on était enterré avec les armes, avec justement les chevaux, comme on peut retrouver dans d'autres cultures, comme par exemple chez les Vikings. Mais les Scythes avaient un peu le même genre de façon de faire. Donc ça montre que clairement, il n'y avait pas de distinction entre hommes et femmes. Il y a des hommes qui ont été enterrés avec leurs armes, des femmes également. Même des fois, on retrouvait dans les tombes des enfants, ce qui montre que ces femmes avaient quand même des mères aussi. Donc ce que je vous ai expliqué sur le fait que certains spécialistes pensaient que la maternité chez ces femmes-là était négligée, cela prouve que ce n'était pas le cas puisqu'il y avait des générations, plusieurs générations de femmes qui étaient enterrées ensemble. Donc on peut supposer que c'était mère, fille et peut-être grand-mère, allez donc savoir. Mais toujours est-il que ça tord le cou un peu à ces idées-là. Quand on regarde bien un peu le ratio entre ces sépultures-là, les sépultures des hommes et des femmes, on s'aperçoit quand même qu'un tiers des sépultures sont des femmes scythes. Donc on voit très bien que les femmes ont bénéficié également des mêmes égards au niveau de leur enterrement que les hommes. Donc on peut dire que c'est un pied d'égalité par rapport aux Grecs et on va dire quelque chose qui est relativement pas courant pour eux. En fait, pour eux, l'égalité homme-femme chez les Grecs antiques, c'est de l'ordre presque du fantasme, c'est de l'ordre presque de quelque chose qui n'est peut-être pas réalisable en soi. Donc c'est vrai que les Grecs, face à ça, on peut supposer qu'ils ont eu quelques surprises de voir cette mentalité-là. On peut toutefois se l'imaginer bien. En 2017, donc il n'y a pas très longtemps, d'une certaine façon, des ossements d'une femme ont été retrouvés en Arménie. En 2019, d'autres tombes ont été découvertes, notamment d'autres sépultures ont été découvertes, notamment une sépulture de 4 femmes dans une province russe qui ont été découvertes de la Russie occidentale, qu'on a daté à peu près du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc on peut supposer que ces 4 femmes étaient peut-être plusieurs générations de combattantes qui étaient présentes. Donc on voit très bien que les femmes scythes étaient quand même enterrées, des fois plusieurs femmes étaient enterrées ensemble, ce qui montre que ces femmes-là avaient quand même les mêmes égards que les hommes. Dans toutes ces tombes, les femmes étaient enterrées, comme je vous l'ai dit, avec leurs armes, au même titre que les hommes. Et dans ces sépultures, comme je vous l'ai expliqué, on pouvait également retrouver des enfants, ce qui montre que ces femmes n'étaient pas cantonnées qu'à être des soldats, elles étaient également des mères. Donc comme je vous dis, ça tord le cou à ce que je vous ai dit précédemment. Ces sources, qu'elles soient archéologiques ou textes, montrent que c'était globalement une vie nomade qui était menée. Et une vie nomade pas toujours facile et pas toujours simple. Ces tribus donc de cavaliers nomades devaient trouver en permanence, puisqu'elles se déplaçaient, de nouveaux pâturages pour leurs chevaux, de nouveaux terrains de chasse, et bien entendu s'adonner au pillage bien souvent, pour ne pas dire que c'était le quotidien de ces tribus-là. Et surtout, elles devaient faire face à des affrontements, à des assauts, très certainement avec d'autres tribus adverses. Car oui, quand on regarde bien les tombes justement qui ont été découvertes tant chez les hommes que chez les femmes, donc les différentes sépultures précédentes, on a constaté qu'il y avait quand même des traces de blessures graves sur les os, comme par exemple des fractures, des blessures, ce genre de choses. Donc on voit quand même qu'il y avait des affrontements justement qui étaient la cause des fois de la mort de ces combattants-là. Par ailleurs, puisqu'on a parlé de la formation un peu brièvement tout à l'heure, par ailleurs, les jeunes enfants, donc filles et garçons, sans distinction, reçoivent une éducation, on va dire, équivalente, que ce soit dans
dans l'équitation, dans le tir à l'arc, la chasse, l'art du combat, etc. Donc il y a une volonté de mettre tout le monde sur le même pied, il n'y a pas de distinguo, et donc on voit très bien que dans ces peuples-là de Scythes, il n'y avait pas cette volonté de mettre les hommes plus haut que les femmes. C'est une forme un peu d'égalité qui faisait presque, comme je vous l'ai dit, fantasmer les Grecs par rapport à cela. Platon, en se penchant sur cette éducation scythe, trouvait par ailleurs que c'était une bonne éducation, que c'était une bonne stratégie éducative, puisque ça entraînait les jeunes enfants à la fois en temps de guerre et en temps de paix, mais surtout les femmes dans ce cas-là pouvaient constituer justement une forme de force de réserve au cas où les hommes tomberaient. En fait, pour Platon, le fait d'entraîner hommes et femmes de la même manière était une bonne chose, et même c'était une forme d'égalité entre eux. Donc on voit très bien que même chez les Grecs pure souche, on voit que certains auteurs pensaient que justement qu'il fallait donner un entraînement militaire, que ce soit fille ou garçon, un peu à l'image de Sparte quelque part aussi, mais de façon, on va dire, généralisée. Préparer les enfants les enfants qui vont devenir des adultes, à la fois à combattre en temps de guerre, mais après en temps de paix, continuer à s'exercer avec la chasse ou ce genre de choses. Si on devait résumer tout ce que je viens de vous expliquer, les femmes scythes, en fait, pour beaucoup d'historiens, et même que ce soit contemporain ou même antique, les femmes scythes représentent un peu ce qui se rapproche le plus de ce qu'est les Amazones dans la littérature ou l'imaginaire grec. Ce sont en fait presque ce qu'on pourrait voir comme étant à l'origine presque des légendes autour des Amazones. Alors oui, nous avons vu tout à l'heure, qu'il y avait différentes tribus d'Amazones, mais ça, on peut se demander si ce n'était pas peut-être une volonté de montrer qu'il y avait des femmes combattantes à différents endroits, dans différentes régions, et qu'on a préféré peut-être les nommer ainsi pour des raisons qui nous échappent. Mais toujours est-il que les Amazones, comme on peut le voir, avaient des origines quand même assez textuelles, avaient des origines réelles, puisque les femmes scythes se battaient au même rang que les hommes, et puisqu'il n'y avait pas forcément de distinguo entre hommes et femmes chez les Scythes, tout le monde était logé à la même enseigne, chose qui n'était pas le cas chez les Grecs. On voit que la notion, on va dire, cet imaginaire de l'Amazone peut justement se retrouver chez les femmes scythes, et que les femmes scythes pourraient presque être l'incarnation des Amazones, justement, par leur courage, par leur connaissance en matière de combat. Donc oui, les Amazones, d'une certaine manière, on pourrait dire que ce n'est pas qu'un fantasme, ce n'est pas, on va dire, qu'une représentation abstraite. On pourrait dire presque qu'elles ont réellement existé, mais pas chez les Grecs. Elles ont existé dans d'autres peuplades qui étaient en dehors du monde grec. Quelque part, on peut se dire que cette notion d'Amazone a peut-être été exportée, comme beaucoup d'autres choses, justement, dans la culture grecque. En conclusion, ce que nous pouvons souligner, c'est que les Amazones ne sont pas seulement un fantasme, ou du moins un mythe. On peut dire qu'il y avait dans l'Antiquité, justement, des traces de peuplades, notamment dans ce que les historiens ont qualifié de la région de Scythe, qui, justement, intégraient les femmes dans leur rang de combattants. En effet, nous avons vu que les Amazones, dans les mythes que nous avons vus précédemment, étaient un peuple de guerrières placés sous la houlette, alors tantôt d'Athéna, tantôt d'Artémis, et qui combattaient les hommes farouchement, avec une certaine image un peu négative justement de ces fameuses combattantes. L'archéologie nous a montré que oui, il y avait effectivement des femmes qui combattaient justement aux côtés de leurs homologues masculins, qui participaient à la vie justement de ces peuplades nomades, donc des peuplades qui ne se fixaient pas outre mesure, et qui justement avaient ce caractère justement combatif qui était décrit dans les différents mythes et les diverses histoires que les auteurs grecs nous racontent. Avec peut-être aussi quelque part un fond peut-être critique de la part de ces auteurs justement vis-à-vis de ces femmes-là. En effet, on a bien vu que ces femmes combattaient, montaient à cheval, savaient manier la hache, la lance, etc. Contrairement aux femmes grecques, à quelques exceptions près à Sparte, qui étaient cantonnées simplement à un travail domestique, s'occuper de la maison, des enfants. Elles n'avaient pas de vrai rôle à proprement parler et elles n'avaient pas un statut de citoyen, les mettant un peu en retrait de la vie de la cité. C'était notamment par exemple le cas à Athènes. C'était notamment le cas par exemple aussi à Sparte dans une moindre mesure, puisque les Spartiates, du moins les jeunes filles spartiates, avaient quand même une éducation militaire, puisque Sparte était quand même une cité où l'éducation militaire rentrait en ligne de compte, mais globalement ces dernières, à partir d'un certain moment, réoccupaient justement des fonctions domestiques, donc elles n'avaient pas forcément cette image d'Amazone comme on pourrait se l'imaginer. C'est peut-être la seule exception qu'on pourrait citer, avec beaucoup de pincettes bien entendu. La colonisation
civilisation des Grecs du pourtour méditerranéen montre justement que la connaissance de ces peuplades, et l'archéologie nous le montre, il y avait un autre système qui existait. Alors est-ce qu'on peut parler de système matriarcal, patriarcal? Ça c'est un autre débat bien entendu et qui n'a pas forcément lieu dans ce cas-ci, mais justement c'est intéressant de voir que dans d'autres sociétés antiques, les femmes n'avaient pas forcément le même rôle, ou du moins ne disputaient pas la même place d'une société à l'autre, d'une civilisation à l'autre. Nous avons vu qu'en Égypte par exemple, les femmes pouvaient divorcer, se marier, avoir leur propre propriété, ce qui n'est pas le cas chez les Grecs par exemple. Donc il y a quand même un traitement des femmes dans le monde antique qui est quand même très différent de ce qu'on pourrait se figurer justement par rapport à l'exemple grec. D'autre part, ce qui nous renseigne beaucoup également, et ce qui éloigne peut-être un peu ce fantasme qu'on a par la culture populaire, par les films, par l'histoire, c'est justement les données archéologiques qui montrent que oui, il y avait des femmes qui montaient à cheval, qui combattaient, qui élevaient tout aussi bien leurs enfants ou autres dans d'autres civilisations. Je rappelle que la région de Scythie, si on se base sur ce que nous racontent les textes, c'était tout le tour de la mer Noire et même au-delà. Donc c'était quand même une région quand même assez vaste, donc quand même qui englobait un certain nombre de régions, de pays. Donc on voit très bien qu'il y a quand même une mentalité différente justement dans le monde antique, et par rapport justement aux représentations que nous avons justement des Amazones chez les Grecs, et par rapport aussi à leur symbolisme. Le symbolisme, comme je vous l'ai dit, qu'on pourrait dégager justement de ces fameuses Amazones, c'est peut-être une volonté de contraster, une volonté de contraste justement par rapport à la société grecque actuelle, puisque la femme n'avait pas de vraie, je le répète, mais il faut bien comprendre, n'avait pas de vraie place dans la société grecque, à part le fait de faire des enfants et de s'occuper de la maison. Mais là, le peuple amazone est un peuple en fait qui est, on va dire, aux antipodes justement de ce monde qui est forgé par les Grecs, puisque les femmes avaient une vraie place dans les occupations, dans les guerres, dans ce genre de choses. Elles combattaient au même titre que les hommes. Donc on peut dire que d'une certaine manière, les Amazones étaient presque l'égale des hommes à ce moment-là, mais il faut quand même bien comprendre que les auteurs grecs ont véhiculé une certaine négativité vis-à-vis de ces femmes. On les décrivait un peu comme des sauvages, comme des femmes qui maltraitaient les hommes, qui maltraitaient les jeunes garçons. On avait un peu cette espèce d'image assez négative de femmes presque un peu barbares, un peu sauvages, pas forcément civilisées, qui se comportaient, on va dire, avec une sauvagerie sans précédente. On pourrait caricaturer globalement le portrait qui nous en est dressé, mais c'est quelque part ce qu'on peut en dégager, du moins. On attribue à ces femmes une forme de violence qui, au final, n'est peut-être pas forcément toujours très justifiée, et qui, justement, n'est pas forcément quelque chose qui était vrai au temps antique, du moins de ce que les archéologues ont pu mettre en avant. Alors oui, ce n'est pas en Grèce elle-même, c'est plutôt dans tout ce qui est région orientale, mais globalement, comme beaucoup de mythes, comme beaucoup d'entités de ce genre, ce sont des entités qui ont été importées d'Orient vers la Grèce, et les Grecs l'ont un peu amélioré à leur sauce, comme beaucoup d'autres choses. Nous avons vu le cas pour certaines divinités qui avaient été importées de pays orientaux comme Adonis, Aphrodite, nous le verrons plus tard, et qui ont été importées en Grèce. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Je vous rappelle quand même que les Amazones n'étaient pas considérées comme des divinités à proprement parler, car on les reléguait un peu au même rang dans l'imaginaire que l'hydre de l'air, ou bien le dragon ladon, ce genre de choses. Donc les Amazones, quelque part, incarnent également cette espèce de renversement de l'ordre établi chez les Grecs, à savoir que les femmes combattent, et les hommes sont relégués au second plan, si on en croit ce que les Grecs nous racontent, mais encore une fois, c'est très parti pris, alors que ce n'était pas du tout le cas, justement, puisque les historiens, enfin les archéologues nous montrent que ce n'était pas du tout le cas. Donc il faut faire très attention quand on parle des Amazones, car très souvent ça suscite beaucoup de fantasmes, beaucoup, on va dire, d'idées reçues qui ne sont pas forcément des idées vraies, et qui sont des fois des idées véhiculées par la culture populaire, les films, les histoires, et qui ne sont pas forcément collées à une vraie réalité historique. Donc il faut faire très attention avec ces fameuses Amazones qui sont des fois vues comme des espèces de femmes hystériques qui en veulent aux hommes. On a vu que ce n'était pas du tout le cas, qu'il y avait vraiment des femmes qui combattaient au même rang que les hommes, justement, et où les Grecs, bien entendu, ont donné des informations, puisque avec la colonisation, bien entendu, ils ont eu vent de certaines légendes, vent d'une certaine forme de culture qui se sont plus... Alors réappropriées, c'est un grand mot, parce que tout ce qui n'était pas grec était considéré comme barbare, donc pas forcément très intéressant pour eux. Mais encore une fois, il y a une espèce de réappropriation, justement, du mythe des Amazones par les Grecs, et il faut faire quand même très attention quand on aborde les Amazones, justement, pour ne pas tomber dans cette espèce d'image caricaturale
caricatural qu'on veut bien nous véhiculer et qui est véhiculé quelque part aussi par la littérature, par d'autres choses. Il faut prendre en compte maintenant qu'on a vu un petit peu globalement ce qu'on peut en dégager, qu'il ne faut pas prendre ce qu'on nous montre ou ce qu'on lit au pied de la lettre vis-à-vis des Amazones. On voit que ce qui aurait pu inspirer justement le mythe des Amazones n'était en réalité pas une réalité, puisque ces femmes Sith combattaient justement au même titre que les hommes. Elles avaient les mêmes prérogatives militaires que les hommes. Elles participaient à la conquête de nouvelles terres. Elles avaient une vraie place. Est-ce qu'on peut parler d'égalité homme-femme? Pour la période antique, c'est peut-être un peu prématuré, voire c'est peut-être très inapproprié. Mais je vous invite, si le sujet justement vous intéresse, à vous pencher justement sur le cas des Amazones et surtout à aller voir peut-être du côté des historiens, voir justement s'il n'y a pas des choses qui sont peut-être plus dans la neutralité justement de cette image, plutôt que de garder justement cette image de femmes un peu, de femmes militaires qui veulent prendre le pas sur les hommes ou ce genre de choses. Je vous incite à le faire, ne serait-ce que pour se détacher un petit peu de cette image un peu préconçue et un quelque peu négative qu'on nous a véhiculée. Il est vrai que ces dernières années, quand on voit Wonder Woman par exemple, qui est un film qui est extrêmement bien, et je vous incite plus à lire, s'il y a des amateurs de comics dans ma communauté, les bandes dessinées et plutôt que les films, même si le premier est très bien réussi dans l'ensemble, je vous incite à aller lire tous les comics. On voit très bien qu'il y a eu un gros effort vis-à-vis du studio DC et même des créateurs de DC Comics, justement de pas faire des Amazones cette bande, on va dire, de combattantes hystériques qui te pensent qu'à taper sur le sexe masculin et basta. Il y a quand même une forme de respect. On peut dire que Wonder Woman, d'une certaine manière, je bifurque sur Wonder Woman parce qu'au moins c'est peut-être la représentation des Amazones de ces derniers temps qu'on peut choisir. Wonder Woman a quelque part est un petit peu cette espèce d'entre-deux qui fait que c'est une femme qui combat dans un monde d'hommes mais qui est à la même hauteur que les hommes. Elle combat de la même façon qu'eux et elle est au même rang qu'eux. On peut dire que Wonder Woman, si vous préférez Diana Prince, pour ceux qui sont adeptes de DC Comics, est quelque part en fait l'image de ces Amazones décrites, justement de ces femmes Sith dont les archéologues ont retrouvé des traces et qui est décrite quelque part aussi par certains auteurs grecs et qui véhicule justement cette espèce d'image de femme combattante mais qui ne se place pas au-dessus des hommes, voire qui se met à leur égal et qui est au même rang qu'eux et qui n'a pas la prétention presque d'être au-dessus d'eux. J'espère en tout cas que cet épisode un peu spécial vous aura plu. C'est un épisode qui est pas forcément facile à démêler puisqu'il y a beaucoup de choses qui disent tout et son contraire justement vis-à-vis des Amazones, car il faut bien prendre du recul sur ce qu'on lit, sur ce qu'on trouve, et c'est ce qui est peut-être plus difficile justement quand on traite ce genre de sujet, c'est ce fameux recul justement qui fait que on n'a pas envie de tomber dans la caricature, mais on n'a pas envie de louper justement des informations qui pourraient être importantes ou intéressantes et qui peuvent réveiller l'esprit justement vis-à-vis de ces figures-là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.